BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Bon, et puis les sujets macro-politiques à commenter. La semaine prochaine, ce sera la semaine du vote sur le Brexit, bien sûr. Il y a toujours ces sujets autour du ralentissement économique chinois. La Chine qui pourrait d'ailleurs abaisser dans les prochaines semaines son objectif de croissance pour 2019. C'est ce que nous rapporte l'agence Reuters, qui cite plusieurs sources au sein du gouvernement chinois, ou proche en tout cas de Pékin. On parle désormais d'une croissance cette année pour la Chine qui tournerait entre 6 et 6,5% contre une croissance l'an passé attendue autour de 6,5%. Et puis bien sûr la question des relations commerciales avec les États-Unis, tous ces sujets qui ont fait l'actualité des marchés cette semaine. Mais commençons par les aspects techniques. François Jubin est avec nous pour ce club de la bourse, président de Wise AM. Rebonsoir François. Bonsoir. Et puis Alexandre Baradès qui nous accompagne également jusqu'à 18h, chef analyste chez IG. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Je disais commençons avec la partie technique sur l'analyse du rebond. Alors le rebond depuis le début de l'année, mais le rebond par rapport au point bas qui date il y a moins d'un mois, depuis le 24 décembre, c'est ça le point bas du marché américain. En tête, mais oui, c'était la veille de Noël pour le marché américain, je crois. On a repris plus de 10% en ligne droite sur les grands indices américains. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit? Déjà l'ampleur du mouvement et puis la qualité de ce rebond aussi. Comment est-ce qu'on peut l'estimer? Alors c'est vrai que quand on zoome sur les derniers jours, le rebond est significatif. En Europe également, quand vous avez un DAX qui a repris 6-7%, c'est significatif. Et puis quand vous prenez un peu de hauteur, quand vous dézoomez sur les graphiques, vous vous rendez compte que le rebond du DAX, il est similaire à ce qu'on avait observé dans la phase de baisse précédente, c'est-à-dire des phases d'accélération baissière, des rebonds assez sensibles, 6-7%, et puis on retombe, et on reprend 7%, et on retombe. Le Dow Jones s'est fait pareil également avant la grosse accélération de fin décembre. Donc, pour moi, je le classe encore dans la catégorie rebond. C'est rebond technique. Rebond, c'est ça. Voilà, technique, effectivement. Si on prend le cas du CAC 40, par exemple, c'est très précis. Le CAC avait enfoncé cette ancienne zone qui passait par tous les sommets historiques du CAC hors dividende, 2000, 2007, 2015. Il y a une grosse oblique baissière, on était passé en dessous, et le pullback, donc le rebond du CAC, nous ramène pile dessus. On est rentré dans le canal, revenu quasiment. Voilà, on est venu au contact, donc c'est une résistance en termes techniques. La question, c'est est-ce qu'on dépasse un peu ou est-ce qu'on s'arrête là et on retombe? Vous voyez, mais même si on dépassait un peu, qu'on ait cherché les 5000, il y a des gaps qui sont toujours ouverts à 5000, ça ne donne pas... à la fois le terrain macroéconomique, le terrain même technique, pour l'instant, on est sur toutes les moyennes de prix sur le CAC, les 50, 100 et 200 jours, donc il n'y a même pas de... Elles sont très écartées en plus, ces moyennes de prix sur le CAC, donc c'est des signaux dynamiques. On n'est pas sur les moyennes de prix resserrées, elles sont écartées, ce qui veut dire que le marché est dynamique, donc il faudrait une énergie considérable, des flux considérables, pour que le CAC repasse toutes ces moyennes de prix, les fasse croiser à la hausse, vous voyez, il faut des choses lourdes pour ça. Ouais. Et ça ne peut arriver que s'il y a des game changers, que s'il y a des choses qui apparaissent de manière évidente. En ce moment, on n'a pas le sentiment. Ça peut arriver, ça peut arriver aussi vite que... Mais quand on parlait de la partie américaine, les game changers aujourd'hui, quels peuvent-ils être? On les a presque tous épuisés finalement sur les années précédentes. Tout ce qui est même récemment, le plan fiscal de Trump et autres. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une Fed qui a relevé 9 fois ses taux depuis 2015. On a qui marque une pause. Une pause, oui, mais c'est pas un game changer à ce point important pour redonner une. Mais aujourd'hui, je pense à comparer une dynamique forte au marché. C'est peut-être de comparer ce qui s'était passé en 2015-2016, une phase de trou d'air, et puis c'était reparti à la hausse. À l'époque, il y avait une intervention massive de la Chine. La Fed n'avait relevé qu'une seule fois ses taux, c'était fin 2015. Elle avait fait une pause ensuite. Il y avait la BCE qui était très très active dans son QE, qui démarrait son QE. Donc là, il y avait des vraies bases fortes pour un rallye. Là, on se retrouve à avoir baissé de la même manière. Sauf que tous ces instruments-là, pour l'instant, sont mis en sommeil. Et donc, je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire rebondir très fortement le marché. Je vois pas la Chine, en tout cas, balancer un gros plan de relance, alors même que la négociation reste très incertaine avec les États-Unis. Ça viendra après, je pense. D'abord un accord et après un plan de relance. J'imagine pas un plan de relance d'abord qui pourrait être stérilisé par une issue négative sur les négociations. D'accord, donc rebond technique, mais possiblement un manque de relais à ce stade et à ce niveau de marché sur lequel on est revenu. Mais se méfier, quand on dit ça, c'est vrai que vous avez souvent les plus 4, plus 5%, et c'est à ce moment-là qu'après le marché retombe. Donc. Mais je suis pas du tout confiant sur la pérennité du rebond. Bon, on analyse la qualité de ce rebond, François Jubin, aussi à travers les secteurs qui ont rebondi. On a vu les financières, on a vu les équipementiers automobiles, on a vu des valeurs moyennes. Je pense à Maison du Monde qui a repris 30% en quelques séances depuis le début de l'année, qui étaient des valeurs massacrées. Les parapétrolières aussi, qui sont reparties, en tout cas qui ont été les leaders de ces quelques jours de rebond. Donc on n'est pas là pour tirer des conclusions définitives, mais déjà analyser quand même ce qui s'est passé. Déjà, faut déjà mesurer la violence de la baisse que nous avons connue. C'est ça.
Forcément, c'est en partie le contrepoint de ce qu'on a vécu en mois de décembre. Voilà. Et puis, alors, j'aurais, pour ces secteurs qui ont été vraiment massacrés, c'est vraiment le terme, sur 2018, j'aurais une vue un peu différente de l'ensemble du marché. Si vous prenez le CAC, on est à moins 10 sur 2018, mais en réalité, le CAC qui masque des choses, des différences qui sont considérables entre les secteurs. Donc, ce rebond, je crois qu'effectivement, globalement, ce rebond est technique. Il a été motivé aux États-Unis, un peu partout dans le monde, il a été motivé par des excès de baisse que nous avons connus en décembre, mais nous n'avons pas comblé ces excès de baisse sur décembre encore. Donc déjà un rebond qui est somme toute relativement étroit finalement, motivé par des aspects techniques, mais motivé également par la Fed, comme vous l'avez signalé, qui a mis de l'eau dans son vin, finalement, parce que la Fed voit également que la volatilité sur les marchés commence à avoir des impacts sur les PMI, sur la confiance des consommateurs. Les consommateurs sont en bonne santé, mais quand on leur pose la question sur les perspectives, eh bien, ils commencent à revoir à la baisse leurs perspectives. Donc tout ça, ça peut être inquiétant parce que ça peut enclencher une spirale qui soit, je ne veux pas dire déflationniste, mais qui va précipiter le ralentissement aux États-Unis. Et donc du coup, je crois que la Fed est assez attentive à ne pas enclencher ce genre de spirale. Donc mécaniquement, lorsque la Fed est devenue beaucoup plus conciliante, eh bien tous les secteurs qui étaient sensibles au taux d'intérêt, tous les secteurs de croissance qui avaient souffert énormément sur le mois de décembre, eh bien, ces secteurs-là en ont bénéficié. Et puis à côté, il y a effectivement les secteurs value c'était vraiment une autre histoire où là, on priceait la fin du monde. Voilà, les prix qui étaient exigés par les investisseurs étaient des prix où on faisait disparaître l'automobile, la banque, la distribution, voilà. Et donc c'est plutôt légitime et même rassurant d'avoir vu quand même à un moment ces secteurs rebondir et même être les leaders d'une certaine manière du rebond qu'on a pu voir sur ces quelques jours. Oui, c'est rassurant, bien sûr que c'est rassurant. Et puis je pense que sur ces secteurs très fortement décotés, les perspectives que nous avons sur les années à venir sont plutôt, moi je trouve qu'elles ce sont plutôt des cours d'achat. Ouais. Voilà. Sur ces secteurs value. Sur ces secteurs value. Ouais. N'empêche que ce rebond technique marque quand même la fin d'un cycle baissier qui avait été quand même violent. Une spirale très négative et très pessimiste qu'on avait eu en fin d'année dernière. Enfin, le mois de décembre aura été, dans une année 2018 particulièrement compliquée, aura été le point d'orgue peut-être de cette année 2018 les phases de reprise, on connaît ce rebond technique et puis après on a une prise de bénéfice qui est technique avant de pouvoir enclencher quelque chose de sérieux. Mais là encore, on n'a pas le catalyste qui nous fera passer à l'étape suivante. Après, il faut bien que ça commence par quelque chose. Enfin, il faut bien que ça commence par des aspects techniques pour éventuellement aller au-delà. Pierre-Alexis Dumont nous a rejoint, responsable des actions et des convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir. Même question, on est en train d'analyser la qualité du rebond. Je pose la question différemment. Est-ce que c'est un rebond convaincant qui donne peut-être envie d'initier des positions à l'achat un peu stratégiques dans vos gestions? Ou est-ce que non, vous dites, oulala, à ce stade, c'est reparti avec des valeurs massacrées, ça repart avec des mid-cap, c'est une porte de sortie pour ceux qui en ont pas eu suffisamment peut-être au cours de l'année 2018. Est-ce que c'est un rebond pour acheter ou pour vendre? Non, c'est pas convaincant, mais c'est rassurant. Voilà. C'est-à-dire que on avait quand même eu une accélération baissière en fin d'année qui est pas du tout standard, parce que le mois de décembre est généralement un mois plutôt haussier boursièrement. Alors les mêmes effets qui font que normalement le marché monte en décembre ont fait qu'il a beaucoup baissé parce qu'il y a peu d'investisseurs. Souvent il y a un flux acheteur parce que passage de fin d'année, on reprend un peu de risque dans l'anticipation de l'année après. Là, il y a eu exactement l'effet inverse. Ouais. Année horribilise sur les bourses. Et je donc, liquide tout ce que je peux liquider encore pour passer l'année. C'est ça. Et puis après. Et donc, c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on a un peu moins de contraintes de liquidité. Et ça, je pense que c'est quand même important. C'était une vraie préoccupation pour nous. Sûr. La liquidité sur les actifs risqués, actions, mais aussi évidemment. Donc il y a un sursaut quand même de vitalité qui est rassurant. Là. Donc on retrouve des marchés qui reprennent un équilibre. Voilà. Maintenant, c'est en effet, comme on vous l'a dit, un rebond technique. C'est-à-dire tout ce qui a le plus baissé remonte. Et à l'inverse, tout ce qui avait résisté a tendance à sous-performer. Donc là-dessus, on revient
Voilà, ce qui va nous permettre en effet de partir sur des bases un peu plus saines avant les publications qui seront quand même importantes, parce que c'est là où, après avoir beaucoup coupé les risques dans les portefeuilles, on va pouvoir peut-être se repositionner un peu sur des chaînes de valeur, sur des secteurs qui semblent quand même mieux tenir dans un contexte qui, alors ça faut le dire, a ralenti au dernier trimestre. Donc nous on considère que c'est rassurant, et après il y a quelques petits signaux qui sont des signaux faibles qui nous permettent d'être un peu plus constructifs sur le facteur de liquidité des banques centrales, c'est important. Quelques facteurs de soutien en Chine, voilà, c'est important, ce qui prouve quand même que pour l'instant, les autorités sont encore là. Il y a quelques pilotes encore mais ici et là dans l'avion. Là-dessus, je suis d'accord, c'est pas là ça qui va nous faire sortir de tendances baissières que l'on a validées. On est vraiment sur un marché qui a changé de paradigme, qui était un marché, disons, de tendance, voilà, où on avait des valorisations qui commençaient à être tendues, mais on avait vraiment des dynamiques qui étaient positives. Là, on est sur des dynamiques négatives, avec des valorisations, comme on vous l'a dit, qui commencent à redevenir attractives, notamment sur certains secteurs massacrés. Mais pour inverser cette tendance, il faut vraiment des catalystes. Ouais, et les catalystes, c'est principalement pour nous investisseurs, c'est pouvoir se projeter sur l'avenir. Là aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est qu'on a des visibilités à une semaine. Ouais. Un Brexit, c'est une semaine. C'est combien maintenant l'accord? C'est 5 ans, c'est 48 jours, c'est ça? 49 jours entre la Chine, pour la Chine, ah oui, vous faites le décompte. Oui. 49, je sais pas, c'est fin février. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc là-dessus, tant qu'on ne pourra pas se reprojeter sur des dynamiques longues qui, elles, sont un peu plus rassurantes, parce qu'il y a quand même des choses qui existaient en 2018, elles existent encore en 2019, vraiment des gains de productivité potentiellement à attendre, des choses en médecine qui pourraient être vraiment des game changers, tout le monde vous le dit, des recherches qui sont très intéressantes sur lesquelles, clairement, on peut retrouver de la dynamique. Mais pour l'instant, on est avant tout on se stabilise et on va voir ce qui se passe. Ouais, le marché dans sa globalité reste quand même dans une tendance baissière aujourd'hui. Vous n'avez pas parlé de la macroéconomie, non? Enfin, c'est le Brexit, c'est les négociations commerciales, mais la macro n'est pas un risque finalement si important que ça en ce début d'année 2019. Le débat sur la récession, on l'a eu quand même. Voilà. Alors après, nous, on se méfie toujours, c'est-à-dire que quand le marché change de paradigme, le marché est toujours en avance sur les prévisions. Ouais. Voilà, ça c'est comme toujours. Et donc là, on a en effet un scénario macro qui commence à être un peu moins optimiste, mais qui est encore un peu en retard avec ce que le marché a en tête. Et c'est la même chose pour les prévisions bénéficiaires. Donc pour l'instant, il s'ajuste, mais clairement, le signal de redémarrage, en tout cas de stabilisation des anticipations, il sera donné par le marché. C'est-à-dire, et pour qu'il soit donné par le marché, il faut vraiment qu'on retrouve un peu de visibilité. Sinon, c'est très compliqué. Sinon, vous êtes dans un marché qui bouge au niveau du bruit des nouvelles. Il n'y a aucune raison qu'il y ait beaucoup plus de nouvelles positives que de nouvelles négatives aujourd'hui. Le risque macro, François Jubin, alors c'était hier le patron de l'AMF qui présentait ses vœux à la presse. Je précise que je n'étais pas à la conférence, mais on a eu le compte-rendu rapporté par les agences, et il a eu cette phrase en disant que pour lui, le principal risque pour les marchés, c'était pas un risque de marché en tant que tel, c'était pas un risque financier, mais c'était avant tout un risque macroéconomique. Et je me suis dit, quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse de ce que pensent les gens de marché, qui sont beaucoup plus inquiets peut-être justement du sentiment de marché, de la psychologie de marché aujourd'hui, et pourquoi pas des effets de marché en tant que tel, beaucoup plus finalement que sur la macro. Enfin, je sais pas, sauf si l'un de vous prévoit une récession à 6 mois, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit dans les radars, en tout cas à horizon visible pour 2019, François. Pour moi, la macro, on a déjà revisité ces thèmes-là en 2018 avec... ça a été déjà bien joué, bien anticipé. Sur la zone euro, on voit très bien que tous les PMI se sont effondrés pendant les 6 derniers mois. Et c'est bien intégré dans le marché, ce que je veux dire. J'ai la faiblesse d'associer la baisse des PMI avec la baisse des prix sur les marchés. Bon, donc ça c'est pour la zone euro. Sur la Chine, c'est pareil. On en parle, le ralentissement chinois. Ce qu'on pouvait craindre et peut-être un des risques, mais moi j'ai du mal à y croire, mais un des risques, ça serait de voir la croissance chinoise s'effondrer.
Voilà, c'est ça le risque majeur. Mais bon, pour le moment, je vois pas, vu la marge de manœuvre, vu le dirigisme qu'on connaît des... S'il y a un pilote quelque part, il est peut-être en Chine. C'est bien en Chine. Alors, on met en avant les problématiques d'endettement, de 140% du PIB, de dette privée, tout ça. Mais regardons les ratios dans les pays développés. Même en Suisse, on arrive à ces ratios-là. Donc, je ne crois pas que ça soit quelque chose qui nous... Voilà. Par contre, les US... Là, on n'a peut-être pas vu le point bas macro. On n'a pas vu le point bas macro. Oui, bien sûr. Parce que je ne suis pas un économiste chevronné, mais je lis les prévisions du FMI, je lis les prévisions de la Fed, et c'est 2,3 de croissance en 2019 et 1,8 en 2020. Donc les PMI à 57, non, il va falloir que ça baisse encore un peu plus pour qu'on ait les PMI qui sont les grandes enquêtes d'activité réalisées auprès des directeurs d'achat, mais qui sont toujours des baromètres un peu instantanés de l'activité d'un mois sur l'autre. Et alors c'est intéressant, on n'a peut-être pas vu le point bas macro aux États-Unis, on n'a peut-être pas vu le point bas ultime du marché non plus, Alexandre. Il y a une convergence des analystes techniques sur ce point, parce que je pose la question, Vincent Gann sera avec nous tout à l'heure à la clôture, le big low, comme l'appellent les Américains, le point bas ultime, non, on l'a sans doute pas encore vu d'un simple point de vue technique. Hein. Ça paraît quand même fou qu'on l'ait déjà vu par rapport à la longueur du cycle depuis 2010, finalement, depuis la fin de la crise des subprimes. C'est-à-dire que si on rentre vraiment dans un ralentissement économique mondial et que les États-Unis sont les derniers quasiment à y rentrer, on rappelle que ça a d'abord commencé par les émergents, la Chine, l'Europe ensuite, et puis les États-Unis qui dans une tour de résistance qui ne cédait pas, qui a commencé seulement à céder à partir d'octobre, s'il commence effectivement à ralentir, c'est que ce n'est que le début du mouvement. Alors après, ça peut être un ralentissement plus ou moins accéléré, mais oui, ça laisse penser qu'on est plutôt au début de quelque chose qu'à la fin de quelque chose. Et vous disiez tout à l'heure, on essaie de se poser la question, personne ne prévoit une récession à court terme. En début d'année 2018, quand vous écoutiez les responsables politiques européens, monétaires ou autres, même le ministre de l'économie allemand, jamais on n'aurait parlé de contraction du PIB au dernier trimestre. Alors là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir une récession là pour plusieurs pays européens? Donc ça peut être très vite aussi. L'ISM manufacturier côté US a connu sa plus forte baisse. Il n'est pas au plus bas, mais il a connu sa plus forte baisse. De 3-4 points, c'est ça, plusieurs points. Ouais. L'ISM non manufacturier a suivi également. Vous regardez des enquêtes confiance des consommateurs, ça bouge très légèrement, mais ça bouge depuis un trimestre. Et si on regarde bien d'ailleurs l'étincelle des marchés américains à la baisse, c'était pas tellement la Chine. La Chine, c'était le terreau favorable à des phases de stress. C'est les résultats. C'était les résultats qui sont tombés au mois d'octobre dernier. Et là, on arrive la semaine prochaine dans les résultats américains. Et moi, je suis très méfiant. Déjà, les profit warnings qu'on a eu, c'est une manière d'avancer les choses. Il y a un point, je vais être très rapide. Je pense qu'un gros point qu'on va surveiller, c'est les ventes au détail. Parce que hier, journée noire pour le retail US, profit warning. Ce qu'on va voir, c'est si Amazon en a bénéficié. Si c'est pas le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de vase communicant, il y a une déperdition, quoi. Voilà. Ça va être un gros enjeu de résultats, je pense. Bon, et puis je dis personne ne prévoit de récession. Il y en a forcément quelques-uns. Dernier sondage Bloomberg pour le mois de janvier auprès de la communauté des économistes qui montre que le risque de récession aux États-Unis à horizon 12 mois est au plus haut désormais depuis 6 ans chez les économistes interrogés, qui estiment, alors le point médian estime ce risque de récession aux États-Unis dans les 12 mois à 25% aujourd'hui contre 20% sur le même sondage en décembre. C'est pas un scénario central. Mais quand même, c'est un risque visiblement qui monte. Et même sans parler de récession, vous le disiez d'un mot, mais c'est la question de la vitesse de l'atterrissage de l'économie américaine, qui peut être aussi un sujet pour les marchés, sans même jusqu'à aller sur une récession profonde. Une anecdote, les recherches Google Trends, c'est anecdotique. Ça pour le Bitcoin. Vous tapez 2019 récession, Google Trends, vous n'avez jamais... Je ne dis pas que c'est un indicateur précis. Mais... Pourquoi pas? Au point où on en est, on peut tout regarder, il n'y a pas de souci. On marque une pause, on se retrouve avec nos invités du Club de la Bourse avec nous jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, François Jubin, président de Wise AM et Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Pierre-Alexis, François, je reprends avec vous parce que vous parliez tout à l'heure dans le premier quart d'heure de l'émission. Voilà. Bon, ok, on a compris, on n'a peut-être pas vu le point bas ultime du marché, il y a encore beaucoup de sources de risques, d'interrogations, la période de résultats d'entreprise qui apportera un moment de vérité sans doute parmi d'autres pour les investisseurs, mais vous notiez quand même déjà avec la baisse des prix, la baisse des valorisations du marché, déjà des opportunités qui peuvent paraître intéressantes, avec lesquelles on peut se sentir confortable malgré tous les risques qui continuent de nous entourer. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ces points-là, Pierre-Alexis et puis François, et même en étant le plus concret possible peut-être dans les exemples qu'on peut choisir? Alors,
La valorisation, pour moi, c'est jamais un catalyste en elle-même. Attention à la valorisation, parce que... C'est pas parce qu'une valeur est pas chère qu'elle va rebondir forcément. Il faut... Non, grosso modo, ça veut dire que l'entreprise anticipe que la société n'arrivera pas à faire son plan de marche. Voilà. Donc, et de temps en temps, ils ont raison. Et oui, c'est ça. De temps en temps, il faut le savoir, le marché a raison. Elle ne fera pas son plan de marche. De temps en temps, ça arrive. Voilà. Vous pouvez en parler à un certain nombre de sociétés. Voilà. Donc, il faut toujours mettre ça au regard de la dynamique de la société. Est-ce qu'ils prennent les bonnes mesures? Est-ce que c'est avant tout conjoncturel ou structurel? Parce que le conjoncturel, vous pouvez, en tant qu'investisseur, dire bon, bah voilà, la conjoncture, ça va, ça vient. Le structurel, c'est plus problématique. Et on l'a vu sur un certain nombre de secteurs. Quand vous avez le structurel en face de vous, ça prend des années. Les télécoms, le passage à l'Internet, ça a pris des années et des années. Maintenant, il semble avoir retrouvé un équilibre, mais on reste quand même dans un secteur qui a quand même changé de paradigme. Bon, je ne parle pas de la distribution, tout le monde, voilà. Non, mais si, c'est des on est encore, on est en plein dedans, là. En plein tremblement de terre, mais il y a 2 ans, on vous disait, bon, c'est fini le tremblement de terre, non, ça continue. Voilà. Donc, il faut vraiment, aujourd'hui, dans des phases où il y a quand même pas mal de choses, pas mal de disruptions, on en parle beaucoup, il faut être très vigilant sur la capacité des sociétés à rester dans leur plan de marché. Et là, je suis d'accord avec... ce qui a été dit, on peut tout à fait vivre avec des résultats mitigés au premier trimestre, au dernier trimestre, c'est anticipé. Voilà. Par contre, il y a un certain nombre de sociétés qui c'est pas des résultats mitigés, c'est 30% de baisse des résultats. Voilà, donc attention, entre trou d'air et catastrophe. Voilà, donc là-dessus, on peut gérer un trou d'air. Si on arrive à se reprojeter, moi, vraiment, il faut qu'on gagne un peu en visibilité. Voilà. Si on arrive à se reprojeter, à dire, bon, le trou d'air, ça va durer 2-3 trimestres, et après, finalement, les économistes ont raison, c'est-à-dire, on passera par une phase de normalisation économique où on était en surcroissance en 2017 et 2018. Là, on renormalise. Mais c'est pas la grande chute. Et voilà, et on sera dans des phases de croissance molle. Et dans ce cas-là, il y a des opportunités, mais il faudra bien mettre en regard valorisation et plan de marge des sociétés et capacité des sociétés à croître ou en tout cas à maintenir leur niveau de bénéfice. Si on n'a pas ça, la valorisation, ça risque d'être compliqué parce que là où c'est pas cher, c'est là où vous avez de la sensibilité au cycle, c'est là où vous avez des bilans qui sont... c'est les financières, c'est l'automobile, c'est ce qui a entre guillemets avec des gros effets de levier. Et on sait très bien, la banque, quand ça va très très mal, bon, bah, vous avez des problématiques sur le crédit et ça voilà, avec des effets de levier de 20-25, ça va vite très mal. François, est-ce que l'argument de la valorisation, là, il faut le manier avec plus de précaution que jamais au regard du manque de visibilité, au regard des incertitudes, ou est-ce que non, au regard justement de valorisation extrêmement faibles, mais qui sont extrêmement faibles, qui étaient déjà très faibles pour certaines d'entre elles début 2018, qu'ils sont encore plus maintenant, donc ça veut dire, c'est bien ce qu'on disait, c'est que c'est pas parce que c'est pas cher que ça peut pas devenir encore moins cher. Mais tout à l'heure, vous laissiez entendre qu'il y a quand même peut-être à un moment une force de rappel, alors nécessaire, suffisante, je ne sais pas, mais qui peut être importante autour de cette valorisation de certains dossiers en particulier. Moi, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que dans la bottom line des entreprises, il faut que on évacue ce risque de chute de l'activité, de la position de ces entreprises et de la difficulté à remplir leur plan de marge. Vraisemblablement, j'ai fait baisse de croire qu'on est allé un peu loin dans les scénarios noirs associés à ces secteurs. Et je parle de secteurs parce que effectivement, cas par cas, on peut discuter sur les sociétés. Mais vous disiez en fin d'année dernière, on en était arrivé à intégrer, alors je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pour l'automobile ou pour les banques, des baisses de profit de 15-20%, enfin des sociétés qui étaient vraiment en retournement très négatif. Alors que bon. Je sais que l'automobile, c'est un sujet très compliqué, mais quand vous êtes à 6 fois les résultats, est-ce que vous pensez que ça, c'est le prix d'une récession, quoi. Voilà, pour moi, ce sont des secteurs qui sont valorisés sur des niveaux de récession.
Voilà. Donc, ce qui n'est pas, pour le moment, peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, ça ne me semble pas être la tendance actuelle. Et puis, on peut après regarder ce qui se passe sur l'international, sur les émergents, par exemple. Là, c'est pareil, sur les émergents, on tombe sur des niveaux de... Alors, je sais que les valorisations sont pas... il faut y accorder de l'attention, il faut être prudent. Pour autant, on n'a pas vu de dégradation des résultats dans les entreprises cotées sur les marchés émergents. Si on prend les profits composites des indices émergents, bien on n'a pas eu dans l'expression de ces profits, on n'a pas eu la catastrophe que les prix nous ont annoncée. Et puis vous pouvez continuer sur un certain nombre de secteurs. Regardez ce qui s'est passé aussi sur les devises émergentes, alors qui ont été certes aidées par l'assouplissement perçu de la Réserve fédérale, mais pour autant, on voit bien que ces devises n'ont pas été à la catastrophe et on a eu une forme de résilience. Alexandre Baradez, la value, c'est souvent ce qui a été massacré l'an passé, encore plus que les valeurs de forte croissance, qui étaient sur des niveaux de valorisation très élevés. Alors certaines ont été rattrapées quand même par la patrouille en fin d'année, mais la value a été largement plus massacrée encore l'an passé. Je sais pas, on a vu les bancaires qui rebondissaient, l'automobile aussi, les équipementiers, des valeurs moyennes, des petites et moyennes capitalisations qui enregistrent parfois des rebonds impressionnants en quelques jours. Est-ce qu'on peut avoir des retournements quand même sur des secteurs qui étaient les plus faibles de 2018 ou est-ce que non, on est très loin de ça encore aujourd'hui? Oui, je partage votre point de vue, mais c'est vrai que si on prend des exemples très proches de nous sur les questions de valorisation, même sur des secteurs de croissance comme les tech par exemple, US, vous aviez dans les GAFA, les FANG, peu importe, l'une des moins chères c'était Apple. C'est vrai. Et pourtant, c'est celle qui a pris la plus grosse claque quasiment, à part avec Facebook, mais avec Facebook, c'est encore. Elle a baissé en dernier, mais celle qu'elle peut-être exactement. Le plus et d'ailleurs, on s'interrogeait ensemble à l'époque, on avait dit toutes les grosses techs sont sous leur moyenne de prix, et Apple était la seule qui se maintenait dans un Et on disait, on se rassurait en se disant, non mais Apple c'est pas cher, ça n'a rien à voir avec les autres. Apple c'est pas cher, ça peut pas baisser comme Amazon ou comme les autres. On se rassurait, moi je me rassurais pas, mais j'étais. Oui, non, c'est vrai. Moi, mais c'est qu'on était à 19 de valo à l'époque, alors que Amazon était encore à des 150 et quelques. Donc, et pourtant, ça a perdu 40%. Et si on doit dire, est-ce qu'Apple est sur un point bas? Je pense pas du tout. On est remonté à 152. Si on anticipe ce qui est notre cas des répliques sur les techs dans les mois qui viennent, je pense qu'Apple peut aller chercher un $120, qui est une zone, une trendline assez ancienne. On est tombé à 145, c'est ça? Oui, on est tombé assez bas. Et je pense qu'un $120 sur Apple, avec ce qui se passe, regardez, en Chine, c'est la première fois que les retailers font des remises de cette nature-là. Le marché chinois est en train de s'affaisser aussi. Visiblement, ils relanceraient dès cette année des nouvelles versions pour un peu en urgence, un peu en catastrophe. On a un nouveau modèle attendu, mais apparemment sur des modèles de tech, LCD notamment, que normalement on ne devrait plus avoir. Donc, et l'abandon de la tech LCD devrait être plutôt pour 2020. Donc le marché se dit, si on a la même chose pendant 12 mois, alors que là déjà sur le premier trimestre c'est la cata, voilà, le risque il est un peu là qu'effectivement il y a un désamour absolu sur Apple et à ce moment-là ça vaudra $120 sans problème. Ouais, c'est ça. Ouais, donc la valorisation n'est pas toujours une protection. Oui, Pierre-Alexis bien sûr. Et là-dessus, moi je cite souvent un exemple que vous avez tous connu qui est les écrans plats. Oui. Écran plat, explosion des écrans plats, c'était la nouvelle technologie. Le marché est arrivé à maturité. Il y a plus de croissance. Vous avez eu deux ou trois fabricants sur 4 qui ont disparu. Et on peut avoir la même chose aujourd'hui sur la partie portable smartphone. On a Apple va pas disparaître quand même. Non. Mais c'est juste puisque aujourd'hui les fabricants de flat TV, c'est ceux qui ont résisté, c'était les leaders. Donc Apple, vous n'inquiétez pas pour eux. Ils seront là encore dans 15 ans. Mais par contre, vous avez eu un marché qui est arrivé à maturité et qui change de paradigme. On devient un marché de remplacement. Et il est clair que, d'un point de vue objectif, les nouvelles versions de smartphones apportent quand même de moins en moins de nouveautés intéressantes. Ouais. Pour des prix, eux qui continuent de monter. Voilà. Donc, chez Apple, qu'est-ce qui s'est passé sur la télé? C'est que les prix voilà, le gros risque d'Apple aujourd'hui, c'est que les prix chutent et qu'ils soient obligés de suivre sur cette dynamique-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ne vendent pas plus en volume, ils vendent plus en marge. Oui, vous voulez conclure? Un mot de conclusion Le cas d'Apple, tout à fait. Ouais. Je partage tout à fait on a beaucoup rêvé autour d'Apple.
Bon, on verra le sort que 2019 réserve à Apple. Pour l'instant, c'est une baisse de 1,8% pour le titre Apple en cours de séance à New York. On est en baisse de 0,5% sur les indices américains. Nous allons clôturer cette séance européenne dans quelques instants. Le CAC qui est entré dans la période de fixing, moins 0,66%, 4773 points. On marque une pause et on fait le bilan de cette séance à nouveau avec nos invités. Et Vincent Gann, analyste technique chez TradingView, qui sera avec nous par téléphone. Fin de séance sur les marchés européens avec la clôture définitive attendue à Paris d'ici quelques instants. Nos invités jusqu'à 18h avec nous, bien sûr. Et puis par téléphone, Vincent Gann qui nous rejoint, analyste technique pour TradingView en France. Vincent, on reprend notre discussion avec vous et l'analyse technique de cette semaine. On a eu la phase de rebond. On a depuis 2 jours un espèce de coup d'arrêt sur le CAC 40. Est-ce que c'est un coup d'arrêt qui doit nous inquiéter, qui invalide, l'idée d'une reprise technique qui pourrait se prolonger, ou est-ce que pas du tout, on est sur une pause légitime à ce stade, Vincent ? Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Écoutez, effectivement, ce qu'on doit retenir de cette semaine, c'est d'une part un retour relatif de l'attrait pour le risque, de l'attrait pour les actifs risqués. Il y avait des choses intéressantes. Maintenant, la séance du jour montre que pour véritablement revenir à moyen long terme sur les actifs risqués, il faudra du temps. Et c'est difficile d'avoir cette perspective-là tant que la volatilité restera élevée, et notamment la volatilité implicite. Alors, pour vous donner quelques repères techniques sur l'indice CAC 40, la reprise, elle se fait pas depuis n'importe quel niveau. Les niveaux des 4600 points, c'est un niveau de support dans moyen long terme, en tout cas qu'on identifie sur les graphiques de long terme. Maintenant déjà, remonter à 4900 points, 5000 points, c'est une bonne chose. Si le CAC qui revient à 4900, 5000 points, on reste encore dans un cadre de rebond technique. Si on dépasse ce niveau, effectivement, là, on pourra parler d'un point bas majeur. Donc, pour le moment, on est toujours en rebond technique. La séance du jour ne l'annule pas, mais elle montre que, voilà, les secteurs à l'aspect le plus cyclique, il faudra encore beaucoup de temps pour que le marché revienne avec sérénité. Est-ce qu'on peut dire un mot, alors dans les actifs qui bougeaient un peu, qui bougeaient beaucoup, il y a eu le pétrole, la reprise du pétrole, 10 séances de hausse consécutives, je crois, pour le Brent. Là aussi, coup d'arrêt aujourd'hui, mais c'est assez spectaculaire. On sort même de la zone de bear market, de marché baissier pour le pétrole. Vincent, vous confirmez ? Ce qui est intéressant, le pétrole, ce qui est intéressant, c'est que ça a été un des premiers marchés sur lequel on a parlé de marché baissier. Ouais. Il a décroché le premier, assez vite, le pétrole perdait 20% depuis ses plus hauts. En fait, qu'est-ce qui se passe depuis quelques séances ? Il me semble qu'on a dû faire 9 ou 10 séances consécutives de hausse, maintenant on se calme un peu. On corrige un excès, l'excès c'était le décrochage sous les $50, si je prends comme référence le pétrole, le baril de brut Texon. Donc voilà, c'est plutôt un retour à la moyenne, un retour au statu quo. Le niveau des $50, c'est un niveau qui était censé tenir d'un point de vue technique. Il y a eu un excès en dessous, on sait pourquoi on y remonte, c'est des facteurs fondamentaux. Voilà, maintenant le marché devrait se stabiliser sur ces niveaux-là. Là aussi, c'est pas non plus un signal de retournement de tendance à la hausse. Mais en tout cas, ça s'est neutralisé, ce qui est déjà une bonne chose. Et si un jour on veut envisager la stabilisation d'un marché pour repartir plus haut, la première étape, c'est bien de se stabiliser. C'est-à-dire que le pétrole a peut-être déjà établi cette première étape. Non, mais c'est évidemment, c'est très bien de le rappeler. Il faut bien que ça commence par quelque chose. Il faut bien qu'on neutralise une situation de baisse, qu'on se stabilise, et puis qu'on puisse ensuite envisager un scénario plus positif. Mais en tout cas, il faut en passer par ces phénomènes un peu techniques de retour, de reprise du marché. Et on est pour l'instant en plein dedans encore. Merci beaucoup, Vincent. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la clôture ce soir. Vincent Gann, analyste technique chez TradingView. Le CAC qui clôture en baisse de 0,5% ce soir. 4781 points pour l'indice parisien. On notera quand même pas mal de valeurs défensives qui ont été sollicitées par les investisseurs. Même si en fait c'est assez partagé, parce que je vois quelques financières qui terminent en hausse, BNP ou encore Société Générale qui grappillent 0,25, 0,40%. Orange, leader du CAC, plus 1,5%. On a racheté un peu de Hermès, un analyste notamment qui a revu son conseil sur la valeur. Hermès reprend 1,3%. Un secteur automobile, alors globalement remis de côté aujourd'hui. Je dis remis de côté parce que ce sont des valeurs qui ont plutôt bien rebondi depuis le début de l'année sur les quelques séances de rebond, mais qui ont été vendues aujourd'hui. Valeo en est l'exemple parfait, moins 6% pour le titre ce soir. On a Michelin qui recule de 2,7%, Renault qui perd également plus de 2%. À l'inverse, on a Peugeot qui fait toujours un peu figure d'exception dans ce secteur automobile, qui arrive parfois à se dissocier très nettement de la tendance de son secteur, et Peugeot qui gagne 1,2% ce soir. Et puis on avait encore des mouvements parfois intéressants, importants sur des valeurs moyennes, des plus petites capitalisations. Trigano qui rebondit de 6% ce soir, Fnac Darty aussi qui reprend près de 4%, ou encore dans les semi-conducteurs, Soitec plus 3% dans les semi-conducteurs. On peut noter également ST Micro qui gagne 0,9%. Voilà pour le panorama de cette séance qui vient ainsi boucler une semaine de reprise quand même sur les marchés actions aux États-Unis et en Europe notamment.
le CAC 40 qui termine ce soir juste sous les 4800 points, 4781 points en baisse de 0,51%. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau, François Jubin, président de Wise AM, Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Alexandre, quelques commentaires peut-être sur ce dont on parlait avec Vincent Gann, sur les actifs clés du moment, le pétrole par exemple ou autre. Oui, alors intéressant pour le pétrole de voir qu'il a d'ailleurs décroché en octobre. Le décrochage se fait en octobre. Il y a une très bonne corrélation sur les phases tendancielles avec les indices américains. Point bas, pareil pour les indices américains, le rebond même nature. Donc il serait intéressant de voir si cette corrélation se poursuit. Parce que est-ce qu'on va faire 10 séances de hausse à Wall Street? Bon, c'est mal parti, là on est en baisse. Mais... Alors, il est toujours dangereux, corréler indice et pétrole, vous regardez le S&P, ça ne ressemble pas au pétrole. Mais il y a des phases comme ça, en 2014 c'était préparé aussi, des phases très accélérantes où on avait un peu la même chose. Intéressant pourquoi? Parce que si les indices US commencent, et un repère je pense pour déceler si le rebond s'est vraiment essoufflé, c'est pas quand vous rebondissez comme ça de 10%, vous en lâchez 2-3, c'est pas suffisant. Il faut au moins effacer 50, 60%, 2 tiers. Là on commence à basculer dans un autre mode de pensée, une psychologie un peu différente. Et si on voit que le pétrole à ce moment-là commence à attaquer les $50 ou passe un peu en dessous, là il y a un risque de voir une phénomène à nouveau corrélé, le pétrole qui redécélère vers les 43, $42 et les indices US vers de nouveau plus bas. J'ai bien eu les propos de Vincent à l'instant sur la question d'excès ou pas, excès baissier, excès haussier, excès baissier en tout cas. Moi je ne trouve pas qu'il y ait eu d'excès baissier sur le mouvement qu'on a eu récemment. En décembre, vous voulez dire? Je trouvais qu'il y avait un excès aussi avant. C'est-à-dire que décembre a été une prise de conscience pour vous du marché de quelque chose de difficulté qu'on avait occulté auparavant. Oui, il faut bien se rendre compte quand même de ce qu'ont fait les marchés américains sur les derniers trimestres. C'était les seuls qui arrivaient à imprimer de nouveaux plus hauts historiques alors que l'Europe était déjà en train d'attaquer ses supports. Début octobre, ils étaient au plus haut historique. À moins 30 ou moins 35. Donc, dire 20% c'est beaucoup, attendez, il faut que ça respire. Oui, je trouve que ceux qui ont joué le rebond, bravo. Il faut être courageux parce que moi je pense qu'on aurait pu faire un moins 30, moins 30. Je sais que ça le problème c'est que ça a été très concentré dans un temps très limité sur un mois où normalement les choses sont meilleures. Mais la hausse qui a précédé était remarquable. Le Nasdaq 100, c'était des trajectoires indicielles complètement folles, avec des niveaux de valo complètement délirants aussi. Quand on entendait des guidances, des boîtes Q3, on voyait que ça baissait partout, et des boîtes qui font la plupart de leurs chiffres à l'extérieur, qui gardent une guidance à changer, voire qui l'améliorent. Ça sentait l'excès à plein nez, donc voir un truc qui fait moins 1%, c'est pas gênant. Et rapidement, je m'arrête là-dessus. Tout à l'heure, on parlait de bottom. Où serait le bottom? Le creux, le point bas. Le point bas. Vous regardez le S&P, c'est très graphique comme indice. Il monte beaucoup post-crise et subprime, il fait un gros plateau 2015-2016 et il repart. Je pense que ce plateau 2015-2016, ce serait un point intéressant, moyen terme, pour dire ça y est, ça a bien corrigé, on peut recommencer à bâtir des positions haussières à moyen terme. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas là-dessus, prudence. J'avais une question sur l'euro-dollar, messieurs, enfin la pire des questions, bien sûr. Non mais, est-ce qu'il y a une vue ou est-ce qu'il y a au moins des éléments d'analyse un peu rationnels, fondamentaux sur lesquels on peut se baser pour étayer une vue justement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui attendent un mouvement de baisse du dollar. Alors plus il y a de gens qui l'attendent, moins ce mouvement arrivera. Mais comme le pétrole, voilà, c'est comme le pétrole et c'est comme souvent sur les marchés. Mais quand même, est-ce que vous avez dans vos maisons respectives, Pierre-Alexis et puis François, une vue spécifique là sur le dollar pour 2010? Est-ce qu'on est reparti pour faire en sens inverse le chemin qu'on a fait l'an dernier, par exemple? Alors, François, vas-y, François, allez. Donc, il faut avoir en tête un modèle de comportement sur le marché d'échange. Donc, qui intervient sur le marché d'échange? Il y a les entreprises. Et les entreprises, aujourd'hui, eh bien, elles sont en train de racheter, potentiellement, elles vont racheter de l'euro ou vendre du dollar. Pourquoi? Parce que la zone euro est excédentaire de manière significative. L'Allemagne, c'est 8% du PIB qui se déverse chaque année dans les trésoreries des entreprises, sur donc 3% au niveau de la zone euro. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, c'est 3%, mais avec un signe moins. Donc, les États-Unis s'endettent de 3% à hauteur de leur PIB chaque année. Donc ça, c'est une force qui est baissière structurelle pour le dollar. Sauf que cette force-là, elle est
contrebalancée, elle est contrecarrée par des mouvements de capitaux. Et ces mouvements de capitaux, eh bien, ils sont attirés par quoi? Ils sont attirés par l'écart de taux d'intérêt qu'il y a entre les deux économies. Et l'écart de taux d'intérêt est aujourd'hui de l'ordre de 3% entre ces deux économies. Et donc, effectivement, on a envie d'aller placer son argent en dollars parce que 3%, quand on est à 0, voire moins 0,5 sur le monétaire en zone euro, eh bien, on a une incitation. Alors, cette incitation, quand on va avoir une économie qui va commencer à décélérer aux États-Unis, eh bien, les taux d'intérêt qui ont déjà commencé à baisser, si la politique monétaire US devient moins perçue, moins restrictive, les taux d'intérêt vont être perçus moins attractifs, et donc, potentiellement, on peut avoir un euro qui va repasser sur des niveaux un peu plus élevés. Ça, c'est plutôt donc, le sentiment que vous avez pour l'avenir, pour l'avenir. L'avenir des quelques mois devant nous, quoi. Exactement. Ouais. Non, très clair. Bon, chez Groupama AM, qu'est-ce qu'on dit, Pierre-Alexis? Nous, on s'aventure pas trop sur l'euro-dollar parce que il faut le dire, c'est quand même le marché le plus efficient. Le marché de change est vraiment le marché le plus efficient. De par sa liquidité, du nombre d'intervenants. Le nombre d'intervenants. Voilà. Et à court terme, c'est quand même une mesure d'attractivité relative de la zone euro versus la zone dollar. Et là, aujourd'hui, force est de constater que l'attractivité relative de l'Europe versus les US, elle est faible. Voilà. Et donc, pour ma vision personnelle, c'est qu'il va falloir quand même que le politique aide un peu pour que l'euro reprenne un peu de couleur. Quand bien même la Fed serait un peu plus douce, un peu plus colombe, comme on dit dans le jargon, est-ce que ce serait suffisant pour autant pour qu'on se rue sur l'euro? Je pense que c'est évident que si vous avez un Brexit qui se pointe avec... bah oui, mais... Voilà, évidemment. Oui. Donc tout ça doit être pesé également. Ouais. Je pense que c'est vraiment la première condition qui me semble importante. Et le deuxième point que je voulais mettre en exergue, c'est que au niveau actuel de l'euro, on n'est pas du tout dans des normes hors de normes historiques. Ah oui, mais d'ailleurs on n'en parle pas. Voilà, je veux dire, c'est pas un sujet pour je personne. Je crois que c'est 1,17. Voilà, moi, ma vision longue, c'est que entre un 10 et un 25, un 30, il n'y a pas de problème. Voilà, on est dans les normes. Voilà, il n'y a pas forcément. Oui, c'est une grande fourchette. François fait le signe avec les mains. Oui, c'est une grande fourchette. Oui, mais là, on est quand même assez proche de vision longue. Donc, non, c'est quand on va à 1,40. On a connu des 1,40, 1,50. Là, c'est autre chose, quoi. Mais nous, en tout cas, dans nos gestions, on prend pas de pari fort là-dessus. Bon, François, un mot plus réduite quand même en ce qui nous concerne. Effectivement, quand je dis que l'euro pourrait progresser, le dollar s'affaiblir, on a en tête quelque chose autour d'un 17. D'accord, oui, c'est ça. Oui, c'est très modéré, comme mouvement. Mais entre un 12 et un 17, ça fait 5 points. Ah, bah bien sûr. Voilà, ça se prend. L'an passé, on a fait un 25, un 12. Donc c'était un mouvement quand même d'une ampleur déjà un peu plus importante. Alexandre, que dit l'analyse technique là-dessus? Je suis d'accord avec vous parce qu'on remarque finalement que ce qui se passe... Avec qui? La hausse de l'euro. Avec Pierre-Alexis et François. Notre prénom. Sur la question de l'euro, effectivement, les marges de progression. Il serait étonnant de voir la BCE déjà laisser filer l'euro au-delà rapidement de 20-25 par les sommets de l'année dernière. Et ensuite, on remarque surtout que le mouvement de reprise de l'euro qu'on observe là depuis quelques jours, semaines, même plutôt jours, là, c'est le mouvement de 1,15, c'était hier. Il s'est fait parce que le dollar faiblit. Le dollar faiblit par rapport au yen, par rapport à la livre, etc. Donc c'est surtout une faiblesse de dollar qu'on observe. Et si on a toujours un scénario d'aversion au risque, ce qui est mon cas, ça veut donc dire que normalement le dollar yen doit baisser, dollar franc suisse aussi, donc dollar baisse. On sait que de dollar index n'est pas que ça. Il y a évidemment l'euro, la livre, etc. Mais donc ça sous-entend quand même qu'on aille vers une phase un peu prolongé de dollars qui s'affaiblit et donc qui mécaniquement fait grimper un petit peu l'euro. Donc oui, je serais pas contre ce scénario, pas jouer très longtemps, mais sur des phases encore averses au risque un peu brutales comme celle qu'on a eu récemment, ça pourrait lifter encore un peu l'euro, sauf si évidemment c'est le risque Europe qui se remanifeste d'un coup avec l'Italie où là, effectivement on sort de ce scénario tout de suite. 1,1470. On est déjà repassé sous les 1,15. On a un petit mouvement de rebond du dollar aujourd'hui. 1,1470 pour 1 euro. On marque une dernière pause. Brexit, c'est le gros morceau de la semaine prochaine avec les résultats des boîtes américaines qui vont commencer. Le secteur bancaire américain qui publiera ses résultats dès la semaine prochaine. Et puis le vote du Brexit à la Chambre des communes. On en parle dans un instant avec nos invités du Club de la Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.
Tous les week-ends sur BFM Business, offrez un coach à vos économies. Marc Fiorentino invite économistes, stratégistes et gérants de fonds pour vous éclairer et vous conseiller. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Nous rejouons la semaine ensemble, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Nous vous conseillons des valeurs à mettre en portefeuille et les gérants sont classés en fonction de la performance de leurs recommandations. C'est votre argent tous les vendredis à 19h, samedi à 21h et dimanche à midi sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h pendant encore une petite dizaine de minutes. Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. D'ailleurs, j'entends de plus en plus parler de l'intérêt des convertibles pour 2019. Pierre-Alexis, vous confirmez ou pas? Je sais pas, il y a plein de maisons qui sont venues nous en parler. Les tables rondes de rentrée, quand on cherche un peu des idées nouvelles, beaucoup mettent en avant l'intérêt des convertibles, qui s'en sont bien sortis déjà l'an passé, je crois, Pierre-Alexis. Très, très intéressant, les convertibles. Allez-y, prenez 2 minutes pour en dire un mot. Phase d'année où en fait les convertibles avaient assez peu résisté face aux actions. Jusqu'à octobre, ils étaient à peu près dans les mêmes eaux, et toute la phase de baisse supplémentaire, les convertibles ont extrêmement bien résisté, tout simplement parce que sur beaucoup de convertibles, on touche entre guillemets ce qu'on appelle le plancher obligataire, c'est-à-dire que votre convertible qui était plutôt biaisé action, il faut savoir que le convertible c'est une obligation qui se transforme en action, donc c'est mixte. Elle était plutôt biaisée action et ils sont devenus maintenant plutôt biaisés obligation. Donc, il y avait le risque action très présent et maintenant on a la protection de l'obligataire. Bonne protection. Ah oui. Et c'est vrai que historiquement, ce sont des très bons instruments pour avoir une approche un peu mixte. Et là, on a retrouvé ce qu'on appelle de la convexité, c'est-à-dire une protection à la baisse et une bonne participation à la hausse pour les convertibles. On est dans un sweet spot là pour les convertibles, dans un fauteuil aujourd'hui. Enfin, il y a un équilibre Alors après, intéressant dans l'environnement actuel. Il y a un équilibre intéressant si vous êtes dans des contextes qui est le nôtre, où on est sur une normalisation économique en 2019 par récession. Voilà. Parce que si vous êtes dans une récession, vous allez avoir un sujet sur les convertibles qui est le gisement, où on risque d'avoir des défauts, ou en tout cas des... bien sûr, oui, il y a un risque crédit aussi derrière, potentiellement derrière ces émetteurs. Mais si on reste, et nous c'est notre vision, dans une vision de normalisation, croissance molle en 2019, on a aujourd'hui, je pense, un couple rendement-risque qui est intéressant pour... Non, mais je crois que j'ai jamais autant entendu parler, parce que ça reste un petit marché, quelques centaines de milliards. Quelques, vous êtes dur, mais vous êtes même optimiste sur lequel. Ah oui. Oui, c'est pas. Au global, dans le monde, enfin aux États-Unis, c'est un marché. Voilà, je mets les États-Unis dedans aussi. Oui, c'est un petit marché, donc on en entend assez peu parler. Mais là, coup sur coup, depuis la fin d'année, il faut savoir que sur longue période, c'est le meilleur rendement risque sur 20 ans, c'est le meilleur rendement risque qui existe. Comme quoi. Vous gérez des convertibles. Mais oui, directeur de la gestion convertible de Groupama aussi, bien sûr. Je l'envoie. Mais non, mais je donne le titre complet à chaque fois, ce qui me rappelle à chaque fois que vous êtes là, Pierre-Alexis Dumont, que les convertibles existent. Et là, comme j'en entends parler, c'est intéressant. On va pas encore se rebaptiser Intégral Convertible, on va rester Intégral Bourse. Mais c'est intéressant quand même d'avoir un petit mot sur cette classe d'actifs. Petite classe d'actifs, mais qui présente un intérêt certain dans l'environnement de marché actuel. François Jubin, de côté, président de l'OISM, Alexandre Bardès, chef analyste chez IG. Le Brexit. Qu'est-ce qu'on attend la semaine prochaine? Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer, de comment ça peut se passer, de comment le marché est positionné dans l'attente du vote au Parlement britannique? J'ai quand même le sentiment que c'est la grosse inconnue et que le vote, il est loin d'être acquis. Paradoxalement, vous regardez l'euro sterling, ça tient. Voilà, le sterling reprend quasiment 0,8 aujourd'hui. Voilà, donc ça tient, et puis les gens se disent si ça passe pas, on va bien trouver quelque chose, parce que de toute façon il va bien falloir qu'on continue à circuler, qu'il va falloir qu'on continue à échanger, je sais pas quoi, mais c'est assez surprenant. Et vous avez, alors c'est peut-être plus du sentiment, mais oui, le sentiment personne n'a envie de contempler l'expérience d'un Brexit, d'un no deal Brexit, d'un Brexit désordonné, d'un Brexit pas préparé, qui arriverait coûte que coûte parce que le vote a eu lieu et la date a été fixée. Non, personne n'a envie de contempler ça de cette manière-là, en tout cas.
Oui, mais pour autant, il n'y a rien de préparé. Non. C'est impressionnant. Ouais. Ça vous laisse perplexe pour le coup. Oui, complètement. Pierre-Alexis, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et puis même si on essaye de... Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement sur le marché britannique? Je dis ça parce que hier, 2 maisons suisses... Généralement, les maisons suisses, les banques privées suisses, type Pictet en l'occurrence, hier, c'est pas des fous furieux du risque maximum sur les marchés. Ils y vont quand même avec prudence et ils remettent des actions britanniques en se disant quand même que les niveaux de valorisation atteints permettent de faire face à un certain nombre de risques qui vont peut-être pas se matérialiser de manière en tout cas excessive autour de ce rendez-vous. Alors je pense que c'est intéressant. Nous, on n'est jamais sorti complètement du marché britannique, tout simplement parce que le marché britannique n'est pas un reflet de l'économie britannique. Voilà. C'est l'un des marchés les plus internationaux qui existent dans le monde, beaucoup plus international par exemple que le marché américain. Vous avez les plus gros mineurs du monde, toutes les minières, parmi les plus grosses banques par du monde, définition, c'est pas en Angleterre qu'elles minent, bien sûr, parmi les plus grosses pharmaceutiques du monde, quelques très grandes valeurs de consommation, etc. Donc aujourd'hui, sur ces valeurs-là, l'économie anglaise, pour ces valeurs-là, ça a assez peu d'importance. Et nous, on n'est jamais sorti de ces valeurs-là, tout simplement parce que c'est plutôt une opportunité, puisque eux, ils vont publier un pound. Si la pound s'écroule, ils vont clairement gagner en compétitivité. Chute du sterling, et je crois qu'au cours de l'année 2016, après le vote, le FTSE battait des records sans arrêt. Voilà. Et donc, en effet, pour un mineur qui produit du cuivre aux 4 coins de la planète, c'est pas vraiment un problème. Donc là-dessus, nous, on a été sélectifs. Et il y a de l'intérêt toujours pour ce marché. Par contre, tout ce qui est exposé à l'économie locale ou tout ce qui est exposé à la réglementation européenne, là, on va quand même passer, si on part en un Brexit, par une période d'inconnu qui est considérable. C'est-à-dire que vous savez, du jour au lendemain, vous savez pas ce qui va se passer. Et donc là, nous, on est plutôt absent de ces valeurs-là. Donc les foncières anglaises, le secteur financier anglais, quand même très très local ou très biaisé, très exposé à l'Union européenne. C'est plus compliqué. Et nous, en Europe continentale, on sera protégé, on reste protégé de ce qui se passerait là-bas. Aujourd'hui, et nous, c'est vraiment ce qu'on a en tête pour 2019, c'est au cas par cas. Voilà, vous allez avoir certains secteurs où, attention, c'est problématique. Le secteur de l'automobile est souvent cité parce que c'est des secteurs très intégrés. Pour d'autres secteurs, le secteur de la construction, si vous n'êtes pas exposé au marché local anglais, il n'y a pas plus de soucis que ça. Voilà. Vraiment, dès qu'on aura plus de visibilité, et ça c'est clair, aujourd'hui on a eu un marché qui était très macro au dernier trimestre. Nous, notre espoir, c'est qu'on ait un peu plus de spécifique et donc la capacité de mettre en avant des sociétés et de reprendre, disons, des convictions sur les sociétés où le spécifique fait que soit ils amortissent le ralentissement du cycle, soit en fait il y a eu une surréaction sur ces dossiers-là et il y a eu une opportunité justement à saisir. L'idée, c'est de se décorréler un peu justement de l'environnement macro, politique et du bruit politique qui a été très prépondérant au dernier trimestre 2018, il n'y avait que ça. Bon, on termine avec vous, Alexandre, sur le Brexit. Oui, je voulais faire un peu change, où c'est vrai que la composante change n'est pas simple à maîtriser. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un mouvement intéressant. Il y a une petite rumeur dans la journée indiquant qu'on pourrait pousser la date de Brexit. La livre a rebondi tout de suite. La livre, dans un scénario optimiste, elle peut faire ce qu'on appelle un double creux. C'est-à-dire qu'il y a tout le creux du post-référendum, on a rebondi vers les 1,40 et quelques, on est retombé dans la zone des 1,20. Et là, on voit bien le scénario. C'est-à-dire, si ça arrive à déboucher sur quelque chose de positif, on repart. Et ça, ce serait plutôt négatif pour le secteur action et échange. Voilà. Un vote en faveur de l'accord deviendrait négatif de Theresa May. oui, exactement. Et
de la même manière, c'est vrai que, mais ça, faire des paris là-dessus, c'est extrêmement délicat parce que quand il suffit de voir l'amplitude des mouvements post-référendum, c'était colossal. Hein. Ça arrive, c'est des choses historiques. Donc sur une devise comme le sterling, oui, c'est monstrueux. Et là, techniquement, on voit bien, les investisseurs traders, les algos, peu importe, il y a une pente glissante formée par des points hauts 2015-2016, et on a glissé là-dessus pendant plusieurs mois. Là, ces derniers mois, on glisse dessus. Donc on voit où le risque, c'est que ça casse et qu'on touche les plus bas post-référendum, la zone des 1,20. Mais pour l'instant, ce niveau tient. C'est-à-dire que le marché se positionne, si on doit décrire le positionnement, il est au-dessus de ce support pour l'instant. Donc il n'est pas en train de pricer quelque chose de très négatif. Il est quand même un peu au-dessus du support. Rapidement, pour finir, Pierre-Alexis. Notre inquiétude, c'est clair, c'est qu'on repousse de quelques mois. Ça, oui. Ça, ce serait pas bon parce qu'on perd en visibilité. On revient sur dans la dynamique courte où on dirait alors est-ce qu'ils vont revoter, là, et donc on resterait tanké. C'est le cas de le dire. Avec absence de visibilité pendant quelques mois supplémentaires. Donc des marchés qui. Et c'est pas impossible. Hein. C'est pas du tout impossible. C'était quand même la grosse rumeur du jour. Mais bien sûr, il y a des ministres quand même qui sont en train de dire non mais attendez, quoi qu'il en soit, on sera pas prêt de toute façon qu'on vote le deal ou qu'on vote même qu'on rejette le deal et qu'on se dirige vers un no deal Brexit. Même un Brexit sans accord, il faut le préparer. Et visiblement, il faut faire passer des textes. Et le 29 mars, c'est quand même demain de ce point de vue-là. Donc c'est pas dit qu'on n'ait pas un report de cette date-là. Bref, on s'arrête là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Clôture du CAC, je vous rappelle. Moins 0,5% à l'arrivée, 4781 points. Bientôt 18h. Très bon début de soirée sur BFM Business. Bon week-end. On se retrouve lundi dès 15h30 pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse. Jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.